Ici Jonathan de Road Warrior Goulet. Vous écoutez Sport en vrac à Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. On a un invité qui a combattu 35 fois dans l'octogone. Faut le faire, faut pas avoir peur. 9 combats dans l'organisation de Dana White, le UFC. Il est en studio avec nous. On l'appelait le Road Warrior, Jonathan Goulet. Salut Jonathan, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, Jonathan. Merci de venir nous voir en Beauce. Ça fait plaisir. La route a été pas pire? Beau paysage, pour vrai, là, j'ai vu les éoliennes. Moi, j'adore, je trouve ça beau. Là, j'adore l'énergie renouvelable, malgré ce que le monde peut dire en mal de ça. Je trouve ça vraiment beau. Là. Est-ce que c'est une première fois pour toi de descendre en Beauce ou t'étais déjà venu par le passé? Première fois? Ouais. Non, c'est pas pire. On va y faire découvrir la place. Et voilà. J'aimerais savoir tout d'abord pourquoi et comment Jonathan Goulet s'est trouvé une passion dans les arts martiaux mixtes. J'ai mangé littéralement une volée par des motards dans un bar. Puis j'ai voulu apprendre à me défendre. T'étais portier, j'imagine? Ouais, j'étais portier, puis je pensais que les films de Jean-Claude Van Damme puis de Steven Seagal, c'était assez pour apprendre à me défendre. Mais non, ça n'a pas été suffisant. Puis j'ai carrément, par pur hasard, j'ai rencontré l'équipe de Steve Claveau, Team Légion, qui était dans le bar plusieurs jours après. Puis je leur ai demandé où est-ce qu'ils s'entraînaient, puis je suis allé au gym. J'ai mangé une autre volée, mais cette fois-là, par soumission et non par coup. Puis j'ai tellement aimé ça. C'est un peu maso, là, sado-maso de dire ça de même, mais j'ai vraiment adoré l'efficacité de ce sport que je l'ai adopté. Et à l'époque, c'était vraiment les débuts des sports de combat au Québec. Tu as été dans les premiers précurseurs avec les David Loiseau. Georges Saint-Pierre débutait. Je me rappelle de t'avoir vu à l'époque dans tes premiers combats et c'est Georges Saint-Pierre qui était dans le coin. Ouais. Oui. On commençait, on était toute une gang de pionniers qui y en a encore en action aujourd'hui. On commençait. On a ouvert le pavé pour tout le monde, puis c'est ça. Est-ce que tu as regardé les premiers UFC avec le bon vieux Royce Gracie qui dominait sur tout ce qui bougeait? Avant même de pratiquer les combats ultimes, oui, j'avais regardé ça. C'était interdit même. Je pense que c'était des cassettes comme illégales qu'on avait aux jeux vidéo, puis c'est ça. Est-ce que Jonathan Goulet était quelqu'un qui aimait se battre ou qui aimait se battre peut-être même un jour dans l'octogone? Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de développer? Dans l'octogone, j'ai développé comme un amour pour ça parce que j'avais un contrôle de moi-même. Quand ça allait bien, j'avais un contrôle sur mon adversaire. C'était ce que j'aimais, ça me passionnait énormément. Puis, mais dans la vie de tous les jours, je suis un gars très, très, très calme. C'est pas mal impossible de se battre contre moi parce que je vais m'en aller. T'sais, si je suis dans un bar, quelqu'un vient me défier, je vais partir. C'est d'une manière ou d'une autre, même si je frappe l'individu, ma soirée va être gâchée, mais encore là, ma soirée peut être encore plus gâchée parce que par après, je peux avoir un dossier criminel, voie de fait, je peux être blessé ou même tuer quelqu'un. C'est pas quelque chose que je veux faire. Moi, c'est une soirée qui est gâchée au lieu de peut-être me faire mal ou tuer quelqu'un. Fuck off, je m'en vais. D'où venait la motivation justement avant un combat? Parce que le gars qui est en face de toi, on s'entend que oui, de temps en temps, il y a un peu de promotion, les gars vont s'écœurer un peu, mais je veux dire, le gars, en réalité, tu le connais pas tant que ça, puis il t'a jamais rien fait. Ben, vu que je suis pas un méchant, puis même malgré les peintures que j'avais dans mes cheveux, je suis pas un méchant. Mes entraîneurs devaient me faire carrément des lavages de cerveau avant le combat. Puis il veut te faire mal, fais-lui mal. Il doit du respect. Puis à tous les jours de l'entraînement, pendant mon mois de camp d'entraînement, c'était le même. J'arrivais à la maison, j'étais presque plus vivable. Pauvre partenaire de vie que j'avais à l'époque. Parce que pour vrai, j'étais pas violent, mais j'étais vraiment prompt. J'étais pas vivable, vraiment pas vivable. Puis quand j'arrivais au combat, c'était libérateur. Puis c'est ça, je faisais ce que j'avais à faire. Est-ce que c'est une tactique qui a été mise en place justement avec le temps, étant donné qu'au début, des fois, on ne sait pas trop comment nos combattants vont réagir? Est-ce qu'il a fallu qu'avec le temps, tes entraîneurs s'habituent à te brainwasher pour détester tes adversaires? Il n'y avait pas le choix, sinon je me battais presque pas. J'ai toujours... les combats où j'ai le mieux performé, c'est quand j'ai survécu à l'attaque de mon adversaire, puis que là, l'instinct de survie embarquait. C'est à ce moment-là que je livrais vraiment la marchandise et que j'offrais des spectacles incroyables à mes fans ou carrément aux spectateurs. On va se mettre à regarder ta carrière ensemble. Tout d'abord, combien de mois d'entraînement avant le premier combat? Explique-nous un peu la route qu'il y a eu avant ce premier combat. Mais si tu parles du camp d'entraînement, à l'époque, dans mes débuts, c'était 2 mois de camp d'entraînement facile. Sinon, avec le temps, vu que tu te maintiens en forme pas mal souvent, 1 mois de camp d'entraînement, où ce que tu fais juste t'entraîner 2 fois par jour, puis tu mets les bouchées doubles pour pouvoir avoir un meilleur cardio ou avoir des meilleures techniques. Mais malgré que le mois avant, c'est pas vraiment les techniques qui sont importantes, c'est
c'est vraiment tout ce qui est stratégique en vue du combat, en vue de l'adversaire que tu vas avoir. Puis c'était vraiment un mois d'entraînement. Tu as perdu ton premier combat au premier round par arrêt de l'arbitre. Suite à cette défaite-là, est-ce que ça a été difficile de te motiver pour continuer ou au contraire, ça a été justement une bougie d'allumage pour t'entraîner 2 fois plus fort? Ce qui était arrivé à ce combat-là, en plus, c'était... Je faisais une clé de jambe à mon adversaire. Le gars, c'était un joueur de rugby, en plus de faire les sports de combat. Puis, il y avait des jambons, là, tu collais 2 de mes cuisses ensemble, ça en faisait juste une de ses cuisses. Ouf. J'ai essayé d'appliquer une clé de jambe, une clé de genou à sa jambe, puis ça vraiment, je me suis brûlé d'aplomb. Il a crié, l'arbitre a arrêté le combat, puis lui, il a dit « Non, j'ai pas tapé ». L'arbitre, un peu innocent, il a dit relevez-vous. Même pas position initiale non, comme on peut voir de nos jours. Vraiment, on s'est relevé. J'étais brûlé. Dans ce temps-là, je m'entraînais pas en cardio, vraiment pas. Je savais pas c'était quoi le combat. Puis j'ai finalement été battu par TKO. Puis c'est ça. Fait que non, est-ce que j'avais perdu espoir? Non. Non, parce que j'avais vraiment bien performé contre une brute. Une vraie brute. Puis j'étais même surpris de ma performance. Quand on regarde tes 10 premiers combats, il y a des victoires, il y a des défaites. À partir du 11e combat, qui était d'ailleurs ton premier dans l'organisation TKO, à partir de là, c'est vraiment arrivé un peu le Jonathan Goulet qu'on a connu par la suite. Le gars qui gagnait à répétition, le gars qui était capable de dominer son adversaire, le gars qui est devenu populaire également dans le sport des arts martiaux mixtes. Comment t'expliques ce déclic-là dans le sport? Dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ou peu importe. C'était des forums de discussion. J'avais pas Internet à cette époque-là, puis je voulais l'avoir. Quand j'ai eu Internet, je leur ai dit c'est quoi donc le site à mes amis? C'est quoi donc le site que tout le monde va discuter de combat ultime? C'est le monde à Tienne. Pourquoi? Je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et les gens étaient là, non, vas-y pas, parce qu'il y avait tellement de détracteurs, il y avait tellement de monde qui m'insultait, ça des mots vraiment méchants. Tu sais, quelqu'un qui aurait vu ça, je pense que ce serait pendu, pour vrai. Parce que c'était dur. À ce point-là? Ah ouais, c'est vraiment dur. Puis, je suis arrivé là-dedans, avec mon vrai nom et non caché sous un pseudonyme comme la plupart des internautes warriors font. Je suis arrivé avec des bons arguments, puis les gens même qui sont sur Internet sont devenus des fans parce que j'étais toujours gentil, poli avec eux autres. Je faisais mon PR. Je voulais devenir, comme on a discuté hors d'onde, je voulais être aimé pour ce que je suis et non pour mettons ce que j'allais paraître. Puis je me souviens même pas où qu'on s'en allait avec ça. Mais c'est ça, j'ai fini par aimer ça. Je sais même pas c'était quoi ta question. Mais la question, dans le fond, était vraiment... C'était la sienne, en passant. Voilà. La question était vraiment sur le fait de... À partir du 11e combat, c'est là que les victoires se sont vraiment enclenchées là, à répétition. Là. Mais je voulais fermer la gueule carrément à mes détracteurs. C'est carrément ça. Quand j'ai vu tout ce que les gens écrivaient en mal sur moi, des Québécois qui me bâchaient quand j'allais me battre contre des Ontariens ou peu importe, ça me faisait chier, ouais, tu peux dire. Ouais, ça faisait chier. Puis j'ai voulu leur prouver le contraire, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment... Écoute, ça m'apporte carrément sur un autre point, ça. Souvent, on a de la misère avec le succès au Québec. Quelqu'un qui a du succès, les gens vont le dénigrer. On n'a rien qu'à penser à Jean-Pascal, exemple, qui a beaucoup de succès. Et il y a combien de Jean-Pascal haters? Regarde, chacun a le droit à son opinion. Mais en tant que Québécois, justement... t'as vécu le fait que d'autres Québécois t'harcelaient, t'insultaient. Est-ce que c'est pas une mentalité de petit peuple un peu, ça? Je veux pas insulter le petit peuple, là, je veux dire... non, mais la mentalité ça donne un aperçu. C'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, puis je peux pas généraliser parce qu'il y a eu beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est ceux qui ont des bons mots, des beaux mots à nous dire, c'est eux qui sont le plus silencieux. Ça m'est arrivé d'avoir quelques courriels, tu sais, pour me remercier de ce que j'avais écrit, mettons, sur... parce que j'avais un blog à l'époque, puis j'écrivais des trucs sur ma vie, ça l'a inspiré beaucoup de gens, ça l'a aidé beaucoup de personnes. Puis, à ces moments-là, j'avais des maudits beaux courriels que j'aurais dû garder peut-être, parce que c'était des gens qui, enfin, tu sais, me remerciaient. Mais tandis que ceux qui sont les haters, là, ceux qui détestent pour détester, ils font juste ça de leur vie, ben c'est eux qui font le plus de bruit. Exactement. Hey, tu as été 10 ans, pas 10 ans, mais tu as fait 10 combats avec le TKO. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation-là? Comment tu as vécu justement ces années-là? Tu as été invaincu avec le TKO. C'était une belle expérience? Oui, non, l'organisation était bonne. Ça a mal commencé avec moi au début, puis avec pas mal tout le monde, puis ça a mal terminé aussi. Mais sinon, en général, là, vraiment, c'est la meilleure organisation au Canada.
Pour vrai, là, les amateurs, même les combattants, ils s'ennuient d'une organisation comme ça. C'est un beau tremplin. Vraiment, vraiment. On parle de son nom Road Warrior depuis quand même un bon petit bout. D'où vient ce surnom-là? Il est arrivé à quel moment dans ta carrière? TKO 14, Road Warriors. C'était à Victoriaville. J'avais gagné mon premier combat à 170 livres contre Jeff Jocelyn. Puis le gérant qui était le promoteur de l'événement, il m'a appelé, il m'a dit félicitations Road Warrior. Là, j'ai fait comme wow. Hey, c'est le fun, c'est beau ça. Ça fait bien. Ça me fait bien. Puis le Road Warrior, moi j'avais pas associé ça à Mad Max à l'époque parce que j'écoutais mes films dans le temps en français. Puis tu le vois pas, Road Warrior. Puis en tout cas, je pense, il me semble. Puis je l'avais pas associé à ça, fait que j'ai accepté le surnom. Pour vrai, je l'ai accepté. Puis en plus, avant ce combat-là, ce que je faisais, c'est que je m'en allais aux États-Unis, au Canada. Mais au Canada un peu moins, mais plus aux États-Unis, me battre avec mon baluchon. J'étais seul, pas d'entraîneur, pas d'homme de coin. Puis je m'en allais me battre juste parce qu'on m'appelait, puis on voulait m'avoir. Puis on voulait surtout avoir un faire-valoir, mais malheureusement, j'étais pas un faire-valoir. Heureusement pour toi. Est-ce que c'est ça, justement, qui de fil en aiguille t'a amené vers le UFC, le fait que tu étais prêt à te déplacer aux États-Unis et que certaines personnes ont pu te voir du côté des États-Unis? Oui, mais aussitôt que tu te bats aux États-Unis en sol américain, les Américains, eux, même si j'ai battu un gars en 5 secondes, pratiquement aussi vite qu'un de mes combats que j'ai perdu, personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai un de mes combats qui a été vu quasiment 2 millions de fois sur Internet. Puis c'est One Kick KO. Quand tu googles One Kick KO, tu vas l'avoir. Puis ça, jamais les Américains vont en parler. Mais ils ont parlé énormément de ma défaite contre Dwayne Ladouille. Ça, on va y revenir, mais juste avant ton premier combat dans le UFC, Maxime parlait un petit peu de comment tu t'es rendu au UFC. Contre Jay Aaron, quand j'ai vu ce combat-là, j'ai fait... OK, je pensais pas que le sport pouvait être aussi violent et sanglant. Je me pose la question, est-ce que ce combat-là a été télédiffusé? Jamais. Jamais? Jamais. Ils l'ont censuré, hein? Ils peuvent pas le censurer parce qu'il y aurait eu un gros spot en plein milieu puis on verrait rien, tellement il y avait de sang. Ça a été, encore aujourd'hui, c'est considéré comme, ça passe à l'histoire, ça a été le combat le plus sanglant de l'histoire du UFC. Puis c'était pas mon sang. Parce que même Joe Rogan dit à un moment donné, c'est plus un combat qu'on voit, c'est un cauchemar qui est en train de se réaliser là, dans l'octogone. Pour donner un petit peu l'idée, je pense même, je vais te laisser l'expliquer, c'est quand même toi qui as donné le coup de genou, là. Mais je regardais le coup de genou, puis j'étais comme, aïe aïe donc! Oh, on souffrait. Mais moi, une de mes spécialités, c'est les coups de genou. Aussitôt que j'avais une opportunité de prendre ta tête, si maintenant t'évitais un crochet, souvent je te lançais un crochet ou un coup pour que tu puisses te pencher la tête vers l'avant. Mais si tu me regardais pas, souvent j'accrochais le derrière de ta tête avec une main, puis mon genou levait automatiquement. Puis c'était vraiment rapide. Puis ce qui est arrivé, c'est ça. Il a comme voulu éviter un coup, puis je l'ai agrippé à 2 mains. On appelle ça un clinch en Muay Thai. Puis j'ai lancé mon genou droit, je pense, ou peu importe quel genou. Tu sais, la veine, quand on est fâché, la veine qu'on a en plein milieu du front, là, ben c'est ce que j'ai coupé. Puis ça saignait tellement, ça saignait on pouvait voir le cardiaque qu'il y avait. Il y avait un jet. Oui, puis pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, la réaction de Jonathan, moi je la trouve drôle là, après là. Mais tu sais, il regarde dans le vite en faisant c'est que ça saigne même trop, là! J'avais reculé d'un pas, puis j'avais pointé du doigt son front, le front de mon adversaire, puis j'ai dit à l'arbitre, comme, j'avais... Fais quelque chose! Ouais, mais je parlais pas anglais à ce moment-là, ou en tout cas à peine. Yes, no toaster, c'est ce que je savais. Puis je lui ai pointé, tu sais, le langage non-verbal, il aurait dû comprendre. Finalement, je pense qu'il a compris, je pense qu'il a arrêté... Ça a été long, là. Ça a été long avant qu'il comprenne, il a arrêté le combat, le médecin est venu, puis finalement, le médecin a permis le combat, puis... c'est ça, ça a été l'histoire, le combat le plus comme sanglant. tu disais tantôt, dans le combat, on le voit, t'es plein de sang, mais c'est pas le tien. C'est épouvantable. Pour vrai, je l'ai regardé dernièrement dans un party de retrouvailles de l'école. Puis tout le monde était dégoûté. Moi-même, je l'étais. Puis ma mémoire olfactive, elle pouvait encore sentir le sang. Ah ouais? J'en ai eu dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles. Le soir même, je me suis lavé environ 4 fois. Il y a mon frère qui était venu à Las Vegas me voir. Puis mon frère, j'avais des shorts, on s'entend, il n'y avait pas rien d'inceste. J'avais des shorts, j'étais dans la douche, puis il est venu me laver en arrière des oreilles, il est venu me laver un peu partout, parce qu'il y avait des endroits où je pouvais pas atteindre, puis où je pouvais pas voir. C'est ça que tu voyais pas, tout simplement. Puis le lendemain à la douche, le lendemain matin, j'avais encore des traces de sang un peu partout. Ouf. Il y a une anecdote que j'ai souvent entendue, je veux voir si elle est vraie ou non. La rumeur veut que, comme c'était ton premier combat au UFC, pas télédiffusé,
Ça a l'air qu'à un moment donné, ton frère a appelé ta mère, puis hey, là, Joe, il est plein de sang, je te rappelle plus tard. Ben, je me demandais où est-ce que tu voulais aller, parce qu'il est arrivé plusieurs anecdotes ce soir-là. Mais il y a eu celle-là, moi, j'ai entendu parler. Mais oui, c'est... Puis en plus, les gens, quand j'étais à un des premiers combats, puis mes amis qui voulaient voir l'événement, en direct à la télé, ils ont vu que le tapis était couvert de sang. Ce tapis-là, d'ailleurs, a été une tapisserie d'un gym couture, extrême couture, à Las Vegas. Je sais pas s'il est encore là, mais ça a été longtemps la tapisserie de ce gym-là. Puis, je serais curieux d'aller à Las Vegas, d'aller signer justement mettre mon autographe. On pourrait dire ton tapis, presque. Ouais, mais non, c'est pas beau du sang séché. C'est pas rouge comme un cœur. Bonjour, je suis Jonathan Goulet, vous pouvez également m'appeler Picasso. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes justement de cette soirée qui sont racontables à la radio? Aucune. Ah, c'est pour ça qu'il m'a pointé du doigt au début en me regardant. On va dire, tu vas dire quoi, toi là? Ce qui se passe à Las Vegas reste à Vegas. Vous le savez, les gars. Ouais, ben je sais pas, j'aime aller à Vegas. OK. Ben, on le voit à la télé. Peux-tu nous expliquer le fait, justement, avec cette performance-là, qui était une belle performance de ta part, pourquoi ensuite ton prochain combat était avec TKO? J'étais encore sous contrat avec TKO, puis TKO était en très bon terme à l'époque avec Stéphane Patry, le promoteur et mon gérant. J'ai l'événement TKO qui était à Victoriaville, dans ma ville natale, justement, avait eu beaucoup de publicité. Énormément de publicité, puis j'avais une affiche qui était grosse comme un mur, un billboard, puis c'était impossible. C'était impossible que je cancelle l'événement ou que je me batte pas pour le TKO. Puis ça a super bien donné parce que j'ai battu par soumission un gars qui avait jamais perdu par soumission, en Shawnee Carter. J'étais son 112e combat, puis il a perdu en 3 minutes. Ensuite, bien sûr, il y a eu la défaite contre Duane Ludwig. On en a glissé un mot tantôt. Comment cette défaite-là fait mal à ta carrière? Ben, ça m'a changé du tout au tout. J'avais plus confiance pantoute à mon stand-up parce que j'étais un gars de stand-up, un gars de kickboxing à l'époque. À quel point ça a changé ma carrière? C'est les intimidateurs du web et tout le monde qui là, ça a vraiment été grave, ça a été un phénomène. Ouais, les gens se sont acharnés sur moi énormément. Encore des gens du Québec ou vraiment l'Amérique du Nord? Mondial. Okay. Là, on parle plus de 2 personnes qui t'écœurent à Laval. C'est vraiment au niveau mondial. Puis faut dire aussi aux gens que j'avais perdu à peu près en 5 secondes. C'est le combat. Encore une fois, pour la 2e fois, j'ai marqué l'histoire du UFC, mais malgré moi, cette fois-là, j'avais perdu. Puis c'était le combat le plus court de l'histoire du UFC. Tu sais, des fois, on parle d'intimidation, puis on entend Jasmin Roy pleurer à TV. On est comme, ouais, il exagère peut-être un peu des fois. Là. Non, il exagère pas. Mais je pense que tu es bien placé justement pour le mentionner, que l'intimidation, ça peut détruire une personne facilement. Là. Mais encore là, une fois, vu que je suis un gars très déterminé, puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai jamais rien fait pour les autres. Tout ce que je fais, c'est pour moi-même. J'ai une vie. Ce que je veux, c'est être heureux dans ma vie, puis je fais tout pour l'être. Puis ce que je faisais, c'est que je voulais me battre au UFC, et je voulais prouver aux gens que j'étais bon, puis que je méritais ma place au UFC, parce que les gens, ils disaient souvent que je méritais pas ma place au UFC. Après ce combat-là, j'ai eu la chance, j'ai eu un autre combat au UFC. Ils m'ont pas crissé dehors. Ils m'ont pas abandonné. C'est ça, en voulant dire, c'est qui ce jambon-là, qui qu'on a engagé. C'est un accident. Duane Bang Ludwig, c'est un cogneur réputé. Puis je l'ai vu knocker 3 fois James Pulver, un gars qui a déjà été champion du UFC. Puis je te jure, là, puis je m'en rappelle encore, c'est un flash knockout que j'ai eu, que j'ai pas perdu la mémoire à ce moment-là. Il fait ce fort. Non, mais c'est parce qu'en plus, on le voit sur la vidéo, tu manges le coup de poing, tu tombes à genoux, puis tout de suite après, là, les yeux sont déjà bien ouverts, tu serais quasiment prêt à recommencer le combat. Là. J'ai carrément tombé face première, sans main. Mon front a slidé sur le sol, sur le tapis. Puis quand je suis revenu, Duane, lui, il a hésité avant de me frapper. L'arbitre a intervenu tout de suite, une chance. Moi, je dirais une chance parce que s'il avait continué à frapper, à force de frappe qu'il a, j'aurais probablement eu des dommages cérébraux. Ça, il t'avait aucune défense à ce moment-là. En plus, ben, ça a été vraiment quick. J'ai tombé aussi vite. Je suis revenu aussi vite que j'ai tombé. Puis au moment, pour vrai, là, quand j'ai tombé, ça s'est passé au ralenti. Mes yeux et puis le son était comme un stroboscope. Okay. Ça flashait, puis le son, il y avait comme un bam, un buzz de même. Okay. Puis j'ai tombé en pleine face, puis à ce moment-là, je pensais que l'arbitre m'avait frappé.
Oh! Pour vrai, là, j'ai eu le temps de me dire, mais pourquoi l'arbitre me donnait un coup? Paf! Parce que je l'ai pas vu arriver le coup. Un peu comme Sam Stout à Québec, qui à un moment donné voulait s'en prendre à l'arbitre tellement il avait été joué Ouais, solide. Là. ouais. Hey, UFC 83, premier UFC au Canada, à Montréal, devant parents, famille, amis. Ça devait être quand même assez spécial. Premier combat de la soirée en plus. J'étais nerveux au Centre Bell. C'était pas ma première fois au Centre Bell. Le TKO nous avait permis de nous battre là plusieurs fois, mais avec une salle comble. Moi, je m'étais battu en premier, fait que c'est pas tout le monde qui était arrivé encore, mais c'est quand même impressionnant. T'arrives avec le chandail du Canadien, en plus Goulet 83 dans le dos. Ouais. Là. Je l'ai gardé encore, ce gilet-là. C'est un très très bon souvenir. C'est incroyable. Pour vrai, le feeling, c'était très bien traité avec le UFC. Puis c'était tellement traité, puis en plus, c'est vraiment tout est au... c'est comme la radio, tout est au... quart de tour. C'est ça, au quart de tour. Faut vraiment que tu sois là. Quand on t'a dit d'être là, t'es là, t'es prêt, puis tu poses pas de questions, t'avances. C'est live à télé. Moi, à ce moment-là, c'était pas live, mais n'empêche que tout est cédulé pour que ça entre dans le temps, puis que quand c'est rendu l'heure, mettons, il est 10h, faut que ce soit live à pay-per-view, ben, il faut pas qu'il y ait de retard pendant tout. Puis juste ça, c'est très impressionnant. On parle de ce combat-là, évidemment, ça a été une victoire pour toi, par TKO, une victoire assez impressionnante également, avec, je me trompe pas, c'était un coup de pied de mémoire. Non, c'était un crochet. J'avais J'avais lancé un crochet puis un direct, enchaîné vraiment, un crochet comme pour ouvrir sa garde, puis j'ai enchaîné avec un direct en ligne droite, puis il a tombé dans la cage. Puis Plus beau moment en carrière, j'imagine? Ou pas loin? Pas loin. Plus beau moment, moi, ça a été vraiment Shawnee Carter, quand je l'ai soumissionné. Puis moi, j'étais un gars de sol. Bon, au début, j'ai commencé en kickboxing, mais finalement, je suis devenu un gars de sol. J'ai vraiment changé mon style par rapport à Dwayne Ludwig. Mais c'est quand je l'ai soumissionné, là, c'était comme, waouh, il n'a jamais été soumissionné à ce moment-là. Là. Je suis le premier en 112 combats qui m'a fait un exploit. Vraiment, pour vrai. Hey, parce que le temps passe vite, moi je voudrais que tu nous dises, qu'est-ce que tu retiens justement de ton expérience dans l'UFC, qui est la plus grande organisation de sport de combat? Qu'est-ce que tu retires de ça après toutes ces années? Mon Dieu. C'est une maudite belle expérience. Pour vrai, là, j'ai pas grand mot à dire. J'aurais des mauvais mots, mais j'ai aussi des bons mots. Vraiment plus de bons mots à dire sur l'organisation, surtout sur Dana White. Moi, il était un bon patron. J'étais déçu qu'il me renvoie à mon dernier combat après le UFC 113 contre Marcus Davis. Mais, qu'est-ce que tu veux, ma carrière allait nulle part. Je gagnais, je perdais. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec moi. Ils ne voyaient pas beaucoup d'avenir. Ils m'ont pas, jeté dehors indéfiniment. Si je gagnais ailleurs, j'aurais eu la chance de revenir, mais c'est pas arrivé. On a quelques questions à rafale pour toi. Tout d'abord, j'aimerais savoir ton dernier combat en 2010 contre Chris Clemens, qui est aujourd'hui dans le UFC. Après cette défaite-là, à quel moment tu t'es dit, OK, c'est la retraite, c'est fini? Dans les loges en arrière, quand les médecins sont venus me voir, avant que les médecins viennent me voir plutôt, j'étais avec ma blonde que j'avais à ce moment-là, mes entraîneurs, certains de mes collègues, mes coéquipiers d'entraînement. Je leur ai demandé qu'est-ce qui est arrivé. Ils m'ont dit, le premier round, là, tu le dominais, c'est vraiment bon. J'ai fait comme le premier round. Je m'en souvenais même pas. Ouf. Fait que c'était pas la première fois que je tombais, on s'entend. Vous connaissez ma carrière un peu. J'ai eu la plupart des défaites, c'est par TKO ou KO. Puis j'ai dit, c'est assez, c'est fini. Assez mangé de coups. Ouais. Est-ce que tu as eu un certain regret après quelques temps? Vraiment pas. Non? Vraiment pas. La seule chose qui va me manquer, c'est la foule qui m'acclame. C'est vraiment c'est un rush d'adrénaline que t'as, là, qui est je pense que jamais je vais pouvoir revoir ça de cette façon-là, c'est sûr. Puis monter dans un ring, mettre des gants, la vaseline, juste l'odeur de la vaseline m'écoeure. Puis le cuir des gants, l'odeur aussi m'écoeure. J'en avais assez. Quand j'ai pris ma retraite à ce moment-là, oui, c'était assez les coups à la tête, mais j'en avais assez. J'étais tanné. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Jonathan Goulet suite à sa retraite? Est-ce qu'il y a des amis que tu t'es rendu compte que, c'était pas des vrais amis? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des personnes que tu croyais importantes pour toi, finalement, qui ne l'étaient pas? Non, parce que je suis pas né de la dernière pluie, j'en ai vu des crasseurs. J'en ai vu des gens, des profiteurs. Mais mettons, mes partenaires d'entraînement, c'est des collègues de travail. Tu sais, un collègue de travail, c'est pas un ami, c'est pas... Mais s'il y en a que, mettons, avec qui tu vas prendre une bière, tu vas écouter la game de hockey, puis il y a une maudite belle chimie, tant mieux, vraiment, félicitations, on va vraiment continuer comme ça. Mais moi, il n'y avait pas de chimie comme ça, il n'y avait pas rien. Je m'entraînais, ils s'entraînaient avec moi, puis on servait l'un et l'autre, puis c'est comme ça. Mais j'en ai vu d'autres, par exemple, que ça faisait, mettons, 2 ans que je n'avais pas vu. Je les ai vus dernièrement au UFC qui est à Québec. Ouais. Puis quand ils m'ont vu, ils ont fait comme fuck off les caméras.
Puis ils sont venus me faire un câlin. Ah. Hey Joe, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Puis tu sais, l'entrevue, le journaliste était comme qui c'est qui vient de buster mon entrevue? Et c'était moi qui le trouble fait. J'en ai parlé un petit peu en ondes la semaine passée avec Dana White. Tu m'avais dit, check ça Gab, je vais te montrer quelque chose. Hey Dana White qui te regarde, il dit, tu vois, il me reconnaît pas. Est-ce que ça te déçoit un peu de voir l'attitude de Dana White envers ses combattants quelquefois, comme on l'a pu voir avec Georges Saint-Pierre et ses anciens combattants? Ouais, mais en même temps, il voit tellement de combattants. Je peux pas vraiment y en vouloir. T'sais. Il voit tellement de monde sur la planète. C'est sûr que j'avais un chèque signé Zuffa, mais il en voit tellement de monde que je peux pas vraiment y en vouloir. Puis en plus, je me battais à 170 livres. Puis j'en pèse 233 livres aujourd'hui. J'ai des cheveux normaux aussi. Puis dans le temps, j'avais des cheveux colorés. Tu sais, c'est un peu normal, je pense qu'ils me reconnaissent pas. Il faudrait que vraiment je le coince puis que je lui parle. Puis là, il reconnaîtrait mon œil, puis j'ai un œil spécial. Puis là, il est super gentil pour vrai. Il prendrait le temps de me parler 2-3 minutes ou peu importe comment ça se déroulerait. Et maintenant, que fait Jonathan Goulet pour gagner sa vie? Tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Regarde, mais je suis ici aujourd'hui. Je gagne pas ma vie aujourd'hui en étant ici, mais j'adore ça. Moi, être heureux, c'est une façon de gagner ma vie. J'ai un premier travail d'animation qui va être la semaine prochaine pour le Wednesday Fight Night à Montréal. Ça va être vraiment génial. C'est un gala de MMA, je me trompe pas? Un événement de combat ultime, puis je vais faire l'animation, je vais faire les entrevues avec les combattants en plein centre du ring. Puis j'ai hâte, je vais vraiment être une expérience. Je suis nerveux, je suis très nerveux comme la conférence de tantôt, je suis vraiment très nerveux. Mais j'ai étudié là-dedans, puis je pense que ça va bien aller. En terminant, dernière question. J'avais le goût de te poser la question, la plus grande satisfaction de Jonathan Goulet dans sa carrière, mais je vais aller plus loin. Jusqu'à présent, ta plus grande satisfaction dans la vie, juste pour voir qui est réellement Jonathan Goulet. Oh, ma fille. Comme quoi, le gars a fait le UFC. Il est acclamé par 21 273 personnes et même parfois plus si on compte tous les pay-per-views, tout ce qui se passe dans la vie. Mais il n'y a rien comme la famille. Non, ma fille, je me battais pour ma fille, moi. Je voulais Pour qu'elle soit fière de papa? Ouais. Je voulais y garantir un avenir meilleur que le mien. Là. C'est... Ma fille, ouais. J'ai un très mollo dans la gorge en ce moment, mais... C'est bien correct. Mais c'est pas... je suis pas triste ou peu importe, c'est que ma fille est importante. Vraiment très importante. Jonathan, on se revoit ce soir 19h30 à la conférence au Studio Santé Gym. On invite tout le monde à venir voir. Merci de nous avoir partagé non seulement un excellent moment de radio, mais également une bonne partie de ta vie. Je pense que les gens, s'il y en a qui ne te connaissaient pas, maintenant vont te connaître non seulement pour le combattant que tu étais, mais également pour la personne que tu es. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment remplacer la personne que tu es présentement. Merci. Merci beaucoup, Jonathan.